Merci à toi Fred, merci à vous pour l'organisation. Euh, Très heureux de retrouver les camarades du 13e effectivement et de pouvoir discuter de ces sujets. C'était il y a 10 ans que j'avais organisé un débat sur la 5e République, donc, dans le 13e justement à Paris, où il était question notamment de la question de l'armée en fait, et du rôle de la dissuasion nucléaire dans la Constitution française. Donc 10 ans plus tard, on a un paysage qui vient d'être dressé par Lucille qui a quand même beaucoup changé, même s'il y a des questions fondamentales qui demeurent. Moi, ces dernières années, j'en parlerai, hein, mais j'ai travaillé beaucoup avec Ben Kramer, hein, sur ces sujets, notamment à l'occasion de ce colloque au Parlement européen qu'on avait organisé ensemble. Et donc, certaines idées sont des idées de Ben Kramer, hein, certaines sont conjointes, mais je ne préciserai pas toujours. C'est un compère, comme on dit. Voilà. Donc, je vais aborder 3 points. Je vais repartir de la question posée, qui était la question du réchauffement climatique. Je ne l'ai pas précisé, mais je viens à peine de prendre des fonctions auprès du DGS de la ville de Marseille sur les sujets de transition écologique. Donc, je découvre plus techniquement ce que c'est qu'un bilan carbone. Et une seconde, j'ai une maison. Voilà. Et du coup, le bilan carbone, ce que ça veut dire techniquement, et je repartirai de ce point. Après, je ferai un point sur la désescalade militaire, en fait, en parlant plus précisément de la dissuasion nucléaire, parce que c'est, je pense, un sujet incontournable. Et quand on est en France, dans un débat en ce moment à l'approche des présidentielles, c'est un sujet qu'on doit aborder de front, surtout à Europe Écologie Les Verts. Et enfin, la question de la défense civile et de la conversion des armées à des nouvelles missions liées évidemment au réchauffement climatique et qui ne vont faire que s'intensifier. Sur le premier point, ça a été rappelé par Lucille, mais effectivement, il serait temps que le secteur militaire participe à l'effort de guerre climatique. C'est une expression qu'on doit à Nicolas Hulot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la guerre contre le terrorisme qui a été menée par les États-Unis a produit 1267 millions de tonnes de gaz à effet de serre, donc ce qui est évidemment considérable. Et l'armée américaine à elle seule, disons, produit plus de gaz à effet de serre que de nombreux pays de la planète. Ce qui n'est pas surprenant, mais ce qu'il faut toujours replacer en perspective dans les grandes masses quand on parle de réchauffement climatique, et ce qui rend d'autant plus urgent de mettre ce sujet à l'agenda des différentes COP. Il y a eu un rapport au niveau du Parlement européen, de la gauche unitaire européenne en l'occurrence, sur la question du bilan carbone des armées européennes. Ça date de février dernier. La France, qui représente à peu près un quart des dépenses militaires, ça contribue à un tiers de l'empreinte carbone. Mais analogie avec Marseille, c'est très difficile de faire le bilan carbone des armées puisqu'on a très peu de données sur les différents. Selon les pays, il n'y a absolument aucune donnée où c'est difficile d'accéder. La Pologne, par exemple, ou même en France, il y a un véritable effort en ce moment, hein, donc on ne va pas le nier, mais c'est un sujet sur lequel il faut avancer, de rendre public, disons, les dépenses carbone. Il n'y a aucune raison que ce secteur d'activité ne soit pas disons, soit sorti en fait des bilans carbone. Ça pose un vrai problème. Alors, il y a évidemment l'argument qui est avancé, qui est l'argument de la sécurité nationale, puisque aujourd'hui, hein, je vous donne un exemple, il y a on peut mesurer une activité humaine ou l'activité militaire à partir du bruit que fait un processeur. Donc, il y a des programmes de recherche en renseignement sur l'intensité de l'activité d'un processeur. Donc, effectivement, on a plein d'indicateurs. Et quand on veut faire du renseignement, on peut savoir quelles sont les capacités d'une armée. Je ne pense pas que le critère du bilan carbone soit le premier. Et dans le sens où c'est des activités qui sont très visibles en plus et qui sont faciles à repérer. Voilà. Je peux dire que je me base toujours du point de vue aussi stratégique, réaliste de comment fonctionnent aujourd'hui les différentes armées, comment elles se pensent les unes par rapport aux autres et comment elles s'évaluent mutuellement aussi dans leurs capacités. Donc, voilà, s'il y a un président écologiste, je pense que ce qu'il aurait à faire, c'est d'exiger que les armées de l'OTAN rendent public leurs efforts pour réduire les émissions, bien sûr, pour mettre la pression en réalité aux États-Unis qui ont en fait empêché depuis Kyoto à ce que ce sujet soit sur la table des différentes COP.
Et ça, c'est un enjeu important. Il y a aujourd'hui aussi des gros efforts qui sont faits, notamment par l'armée française, mais pour réduire les émissions du secteur. Ça passe aussi dans le domaine de ce qu'on appelle l'innovation. Je vous signale deux rapports, un qui est de mars 2021, donc de l'IRIS, sur ce sujet, et un autre qui était en fait un rapport d'information de l'Assemblée nationale, un peu au mois de janvier dernier, dans lequel vous trouverez, je pense, tous les éléments. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une injonction à utiliser les ENR, les énergies renouvelables, dans les armées pour renforcer leur autonomie et leur indépendance en fait, énergétique. Donc, c'est aujourd'hui utilisé comme on va dire, comme un accélérateur de la transition, mais aussi comme un argument stratégique. Alors, derrière ce point, il y aurait intérêt à disposer d'une véritable stratégie d'approvisionnement pour les armées. Et en fait, encore une fois, les armées, comme d'autres secteurs d'activité, sont soumis aux mêmes contraintes, c'est-à-dire il faut favoriser les circuits courts, ne pas dépendre des circuits d'approvisionnement qui soient trop complexes ou qui passent par des pays qui stratégiquement ne sont pas forcément disons, recommandés. On voit bien aujourd'hui la crise de l'approvisionnement dans le secteur du BTP, par exemple. On voit bien les conséquences que ça peut avoir sur l'activité. C'est évidemment, a fortiori pour les armées, un domaine extrêmement stratégique où les écologistes devraient avoir des choses à dire, évidemment en acceptant de rentrer dans ce débat. Enfin, dernier point sur cette question des gaz à effet de serre, il y a dans la conception des armements, il y a aujourd'hui des armes qui sont de modification du climat, enfin qui existent depuis la guerre froide, hein, et la France n'a pas signé ce qu'on appelle la convention ENMOD sur l'interdiction d'utiliser les techniques de modification de l'environnement à des fins militaires, qui date de 1976. Et cette convention, je pense que voilà, une des premières choses qu'un président écologique pourrait faire, pour donner des propositions concrètes, ce serait de signer ce document, parce que ça enverrait un signal assez fort sur le fait que l'armée française s'engage réellement dans la lutte contre le réchauffement climatique, en refusant par principe de modifier le climat à des fins militaires. En tout cas, il y a un débat de fond qui est en fait, il ne faut pas confondre l'outil et la stratégie. Et je pense que pour ce qui est des activités militaires, si on veut éviter que le secteur militaire ne contribue fortement au réchauffement climatique, il faut s'efforcer, et je pense que ça c'est une question vraiment très importante, de réduire, et c'est un fondamental des écologistes, de réduire le nombre d'armes en circulation et de diminuer les tensions, enfin les conflits qu'il y a sur la planète. Donc le deuxième point que j'aborderai, et c'est celui sur lequel j'ai travaillé avec Ben Kramer là, au Parlement européen, c'est la question de la désescalade nucléaire. Ça a été rappelé par Lucille, mais on est dans un contexte international de forte tension entre la Chine et les États-Unis, mais aussi avec la Russie, dont l'Europe a payé un prix assez lourd depuis ces dernières années. Et il y a un sujet sur lequel je pense qu'on peut avancer, qui est le sujet des armes nucléaires américaines stationnées sur le continent, sur le continent européen, puisque depuis 2019, on est sorti du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, qui avait permis historiquement à la fin de la guerre froide de réduire fortement le nombre de têtes nucléaires sur le continent, mais il y a toujours aujourd'hui un nombre important de têtes nucléaires. J'y reviendrai. Et c'est sur ce point-là, en fait, il faut savoir que les forces nucléaires à portée intermédiaire, c'est aussi parce que la Chine en a développé beaucoup, c'est 80% de son arsenal, que les États-Unis aussi ont cherché n'ont pas cherché à maintenir ce traité, parce qu'en ce moment, ils sont en train d'essayer de contenir la Chine en installant des bases antiaériennes contre ce système chinois. Et il y a tout un contexte de tension sur lequel qui aboutit aussi au fait que ces armes sont maintenues en Europe. Or, l'opinion publique européenne, il y a eu des études qui sont parues là-dessus, est très divisée sur le sujet. Et il y a beaucoup d'Européens qui ne considèrent plus que le bouclier nucléaire américain est une garantie de sécurité. Aujourd'hui, il y a à peu près 150 ogives nucléaires qui sont réparties entre la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et l'Allemagne, donc tout autour de la France. Et cette situation pèse beaucoup sur les dépenses publiques des différents pays. Et aujourd'hui, je pense qu'un président écologiste pourrait proposer le retrait de ces armes nucléaires, ces armes tactiques,
du continent. C'était une bataille évidemment historique des Verts allemands, hein, c'est la constitution des Verts allemands. En France, je pense qu'on pourrait très bien sur ce sujet mobiliser. Le problème, c'est qu'on est au cœur en fait là de la question de la défense européenne, parce que pour pouvoir retirer ces armes, il faut assurer une sécurité, en tout cas. Et la question qui se pose, c'est comment. Il y a la dissuasion nucléaire française, il y a la dissuasion nucléaire britannique, et la question qui se pose, le débat, à mon avis, qu'il faut mener, c'est avoir un débat ouvert, sans se dire qu'on sait déjà quelle est la réponse, sur le partage de la dissuasion nucléaire française, puisqu'il y a des pays comme justement la Pologne qui sont très concernés par rapport à la Russie sur ce sujet. Mais bien sûr, en Allemagne, le sujet divise, même s'il existe et c'est nouveau. Et je pense qu'on devrait déjà l'avoir en interne, évidemment chez les écologistes, mais aussi en France, pendant la campagne des présidentielles, parce que c'est un débat fondamental. Et derrière, il y a en réalité la question de la défense commune. Lucille l'a rappelé, aujourd'hui, on n'est pas du tout en situation d'avoir une défense commune. C'est un mantra, effectivement, qui est rappelé, mais c'est même contre-productif, je dirais même dangereux, puisque aujourd'hui, la défense commune pourrait favoriser la dépendance aux États-Unis. Et donc, du coup, on confond encore une fois l'outil militaire et la stratégie commune. Et l'outil militaire, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un lobby énorme de la part de Washington pour accéder au budget militaire qui a été voté là par la Commission pour tout ce qui est programme industriel commun, pour que les entreprises américaines puissent y participer. Ça, c'est un point qui est crucial. Et derrière ça, il y a de nombreux pays, à cause du partage nucléaire otanien, qui, comme la Belgique, les Pays-Bas ou l'Italie, qui achètent des F-16 et maintenant des F-35 aux États-Unis. La France a sa part de responsabilité puisqu'elle refuse pour le moment que les avions, le système, le SCAF, le système, disons, le futur avion de combat commun, elle refuse plutôt elle exige qu'il soit compatible avec son sous-marin nucléaire, ce qui est un verrou aujourd'hui dans les discussions pour avoir un système commun de défense aérienne. Or, ce système commun, c'est la condition de possibilité pour sortir de la dépendance aux États-Unis sur ce sujet et donc de dépendre de la stratégie américaine de tension et d'escalade qui est actuellement extrêmement forte. On l'a vu avec l'Australie, mais on l'a vu, on va encore le voir, et je pense qu'avec Joe Biden, on n'est pas au bout de surprise en quelque sorte de ce point de vue-là. Et la question, c'est comment on fait nous pour se sortir, et pour se sortir non seulement nous les Européens, mais aussi pour être un espace de modération dans un monde qui est en train effectivement de monter en tension là, en mer de Chine ou ailleurs. Donc voilà, c'est la proposition. C'est donc pour la résumer, c'est qu'il y a une fenêtre stratégique aujourd'hui pour exiger le retrait des armes nucléaires américaines du continent, en l'échange d'une inspection des installations russes et du retrait des missiles qui sont dans l'enclave de Kaliningrad. Et je pense que c'est ce genre de deal aujourd'hui qui serait possible à condition d'avoir la volonté politique pour le faire. Voilà, donc j'ai développé dans le journal vert européen, le Green European Journal, j'ai développé ces idées et j'aimerais les remettre sur la table à l'occasion de la campagne des présidentielles. Pour terminer, mais je terminerai vraiment rapidement parce que je pense que je suis en train d'excéder mon temps, c'est le troisième point, c'est évidemment l'arme nucléaire et la discussion nucléaire est essentielle dans le débat, mais il y a un autre débat qui concerne directement les armées, la crise des armées, de leur mission, qui est aujourd'hui très profonde, quand on voit ce qui se passe au Mali et ce qui a pu se passer après les attentats. Il y a une vraie réflexion à avoir sur le rôle des armées. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement la France. Là, pour le coup, c'est partagé par beaucoup de pays. C'est à voir quel est le rôle des armées dans notamment la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte contre les catastrophes. Il y a de nombreuses doctrines qui sont adoptées un peu partout dans le monde par les armées, disons, qui ont des moyens importants pour faire concourir les armées en fait à des forces civiles contre les catastrophes. Ça, c'est un point important. C'est porté d'ailleurs par Yannick Jadot avec force, mais c'est un point sur lequel il faut avancer. Moi, je pense que le préalable, c'est qu'il y a un contrôle parlementaire des forces armées et des ventes d'armes. Et cette conversion des armées doit favoriser ce qui me semble être essentiel dans une démocratie, c'est-à-dire le contrôle civil des forces armées. En France, on a laissé les armées françaises, notamment en Afrique subsaharienne,
disons, parfois avoir une très, très grande autonomie avec un risque de dérapage qui sont encore régulièrement dénoncés en Afrique subsaharienne. Donc, sur ce point, je pense qu'il faudrait un bilan des opérations militaires. Je pense que Cassim va nous parler en tout cas des changements actuels, mais c'est vraiment très important. Et un bilan qui soit fait au regard du concept de sécurité humaine dans toutes ses composantes, c'est-à-dire pas simplement sécuriser les approvisionnements, ce qui a été le cas dans la doctrine depuis De Gaulle à peu près en Afrique, mais aussi les aspects sanitaires, environnementaux, tout ce qui en fait, aujourd'hui, nous revient en boomerang sur le visage après plus de 70 ans d'intervention militaire en Afrique. Donc, pour ce faire, je pense qu'il y a, voilà, il y a un vrai sujet que je pose simplement, qui est la refonte des forces intérieures. Historiquement, au moment de l'avènement de la première République, on avait eu la création de la gendarmerie, qui était une force qui était intermédiaire entre les forces militaires et les forces civiles, la police. Cette force était censée justement éviter que l'armée n'intervienne sur le territoire et donc éviter en fait une emprise militaire sur le territoire. Je pense que de la même façon aujourd'hui, il faudrait faire le bilan de la garde nationale qui a été créée récemment, qui est en fait une reproduction de ce qui avait été créé à l'époque de la Révolution française, mais de réfléchir à comment avoir une force civile qui puisse faire participer l'armée sans risquer d'avoir une emprise militaire sur le territoire français, qui est déjà très importante au regard de l'armée de la 5e puissance mondiale. Donc voilà, c'est cette idée-là que je défends, c'est plutôt là, je pense, une piste de réflexion. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de réfléchir de mettre toutes les forces au service, disons, de la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi à se préparer aux catastrophes et aux nouvelles conditions de vie dans lesquelles on est plongé. Voilà, je vous remercie.